L'affaire Georges Baniche, écrit et conté par Rafadam. Victor Rocher est debout dans l'herbe grasse, une paire de jumelles autour du cou. Il fume sa pipe et envoie de généreux nuages de fumée dans le vent léger. Son chien a les oreilles dressées, il vient de voir quelque chose. Il se met sur ses quatre pattes. C'est un Podenco Manetto, fin chasseur de lièvres. Victor regarde dans la même direction. Il y a un homme près de la lisière. « T'es calme », dit Victor, un doigt vers son chien. Pas d'aboiement. Le chien, qui s'appelle Newell, se retient. Mais il est en posture de chasse, prêt à s'élancer. « Hé, vous là-bas » dit alors Victor. L'homme continue à avancer, tout en essayant de voir d'où vient la voix. Il ne paraît pas les voir et poursuit. Il boite un peu. Victor pointe ses jumelles sur lui. Il y voit un homme hirsute, aux habits délavés et sales. Il semble assez jeune, malgré son accoutrement. Il regarde souvent par-dessus son épaule. Victor aurait laissé passer si l'homme n'avait pas soudain trébuché et disparu dans l'herbe grasse. Il hésite à aller voir, mais c'est encore son terrain. L'homme a peut-être besoin d'aide, pense-t-il. Il s'engage avec ses bottes en caoutchouc dans le pré. La pluie de la veille a rendu le terrain boueux et la marche pénible. L'homme ne s'est toujours pas relevé. Newell prend les devants. Il fait des bonds de gazelle, ce qui d'ordinaire fait sourire son maître. Mais là, tandis que le ciel gronde à l'horizon, Victor a un mauvais pressentiment. Il connaît la cruauté des hommes. Il a été inspecteur dans les années 80. Il est maintenant retraité, bien tranquille, avec son chien et sa passion, l'ornithologie. Observer les oiseaux l'apaise. Il a même entrepris un blog sur le sujet. Mais l'oiseau qui était dans son pré, là, allongé par terre, lui rappelait de mauvais souvenirs. Victor se fige à 2 bons mètres de l'étranger. Il gît, le dos contre terre, et les bras écartés. Newell renifle le corps inerte, puis il vient près de son maître. Il gratte la botte de sa patte droite comme pour le presser d'agir. « Eh monsieur, vous m'entendez ?» Pas de réponse. Victor rétracte les lèvres et dit « Eh merde !» Il s'agenouille pour sentir son pouls. Rien. Il pose une main sur son cœur et sur son poignet. Aucun pouls. Au creux du cou non plus. Il le pince sur le côté pour voir si le corps réagit. Mais toujours rien. Le cœur s'est arrêté. Il veut lui faire un massage cardiaque, mais ses lèvres décharnées et presque jaunes le rebutent, sans parler de sa dentition noircie, peut-être par un tabac trop fort. Victor se penche un peu, aucun souffle. Dieu merci, pense-t-il malgré lui, ce type doit avoir l'haleine d'un mort. Il prend son portable, une seule barre de signal. Il appelle les secours, mais le signal est trop faible et la communication se coupe. Ah, bordel! Alors il commence à enfoncer un peu le thorax au niveau du sternum, par pression successive. Il en fait 30, puis il pince le nez de l'homme et souffle dans sa bouche. Par 2 fois, le thorax se lève. Victor commence à suer du front. Newell vient lécher la main de l'homme, puis regarde faire, assis sur ses pattes arrière. Nouvelle ventilation. Victor veut s'essuyer la bouche d'un revers de manche, mais le devoir est là. « Allez, allez mon gars !» Le cœur repart enfin. Le pouls est faible mais suffisant. L'homme prend soudain Victor par le poignet. « N'appelez pas la police, n'appelez pas... » Puis il redevient inconscient. Mais son cœur bat. Victor regarde Newell. Son chien n'aime pas qu'on le regarde dans les yeux, comme tous les chiens. Mais il comprend que son maître l'interroge du regard. Alors il vient lui lécher la joue. De grosses gouttes de pluie tombent sur la parka. Il relève les yeux et une goutte vient pile dans son œil gauche. Il rabaisse la tête et va prendre le corps par les aisselles. Il le traîne dans l'herbe boueuse. L'homme n'a pas de chaussures, pas de chaussettes. Sa chemise à carreaux marron et rouge bordeaux sent le renfermer et la transpiration. Pas de ceinture. Alors le pantalon légèrement trop grand descend et laisse entrevoir un caleçon jauni. À force de le traîner, le pantalon descend jusqu'aux chevilles où il reste coincé. Victor a les muscles qui tirent, il n'a plus l'habitude de l'effort, encore moins quand il faut traîner un corps inerte.
Newell trace la route jusqu'au chalet en bois à 300 mètres. Le perron est jonché de brindilles et d'épines de sapin. Victor ouvre et traîne l'homme jusqu'au sofa près du poêle à bois. Il referme la porte. Il fait bon à l'intérieur. Ça sent la courge et le romarin. Dehors, la pluie bat son plein. Victor reprend son souffle, les mains posées sur ses genoux. Il va prendre le pouls de l'étranger. Il respire. Son cœur tient. Il lui retire son pantalon trempé, lui ôte sa chemise. Il a envie de les mettre au feu, mais ce ne sont pas ses affaires. Ce ne sont pas des manières. Il les dépose simplement dans un grand évier en marbre. C'est là qu'il fait sa lessive à la main. L'homme a le corps plein d'hématomes. Il a aussi ce qui semble être du sang séché dans la barbe et sous les ongles. Il vient ensuite le couvrir d'une épaisse couverture, puis remet du bois dans le poêle. Le ciel s'est si obscurci qu'on croirait qu'il fait déjà nuit. Un éclair fend les ténèbres, puis un grondement éclate. Victor essuie son chien avec une serviette Pocahontas. Il se change à la va-vite et boit un café adossé contre la table haute de la cuisine. Il se demande qui est cet homme et ce qu'il fuit. Un fugitif, pense-t-il. Peut-être même un fou qui s'est échappé de l'asile. Son imagination divague. Il a du signal à nouveau. Il hésite à appeler. « Pas la police », avait dit l'homme. C'était sans doute une très bonne raison d'appeler la police, à moins que l'étranger soit innocent, qu'on l'ait accusé à tort de quelque crime. Victor renonce pour l'instant. Il l'interrogera quand il reviendra à lui. Il va s'asseoir près du feu. Il commençait tout juste à somnoler quand l'homme se réveille. Il le regarde avec de grands yeux. On ne sait pas trop si c'est à cause de la lumière, mais il semble avoir les yeux jaunes, l'iris en particulier. « Bonjour. Vous vous êtes évanoui dans mon pré. Vous avez eu un arrêt cardiaque, je vous ai réanimé. » L'homme ressemble à une bête farouche. Il jette un œil aux poutres. Victor y accroche des casseroles et ses jumelles. Un œil furtif à la salle, par-dessus le sofa. Et l'homme plonge son regard pénétrant dans ceux de Victor. Malaise. Pourtant, Victor ne flanche pas. « Comment vous vous appelez ?» L'étranger ne semble plus parler sa langue. Il ne répond pas à la question, puis finit par dire « Quelle heure il est ?»« Pas loin de minuit. » L'homme se redresse d'un bond. Il pose une main sur son cœur. Newell se met à aboyer. « Qu'avez-vous ?»« Il faut que je parte. Ça vaut mieux pour vous. » Mais il pleut des cordes, et il fait nuit noire. Je peux vous déposer quelque part en voiture si vous souhaitez. Le mieux serait l'hôpital, si je puis me permettre. Combien de temps reste-t-il avant minuit ? 10 minutes, un peu moins. Ni une ni deux, l'homme se précipite vers la porte, l'ouvre en grand, et court pieds nus dehors, emmitouflé dans la couverture. « Mais monsieur, c'est de la folie !» Victor le regarde s'éloigner et disparaître dans la nuit noire en direction de la forêt. Il ne voit plus qu'une silhouette fendre les hautes herbes. La lune éclaire à peine. Newell veut partir après lui, mais Victor le retient par le col et l'animal se calme. Ce soir-là, Victor ne dort pas bien. Il reste près du poêle à bois et se demande ce qui a bien pu effrayer l'homme. Que se passe-t-il à minuit ? Avait-il rendez-vous quelque part ? Mais le village le plus proche est à 8 kilomètres d'ici. Tout ça n'a aucun sens. Il se décide à appeler la police. Il raconte tout. Sa description correspond à un fugitif activement recherché dans la région. « Et de quoi l'accuse-t-on » demande Victor. « J'étais dans la police. Vous pouvez me le dire. » Victor Rocher, vous pourrez vérifier. L'officier n'avait d'abord pas voulu révéler l'information. « Eh bien, on a retrouvé des corps mutilés, dit-il soudain. Plusieurs personnes ont fait état d'un fugitif. »« Comment ça, mutilé ?»« Ah, quand il reste quelque chose. Un témoin dit l'avoir surpris en train de voler dans sa garde-robe, puis disparaître dans les bois. » Victor est tellement stupéfait qu'il oublie de mentionner les habits laissés par l'individu
et qu'il n'entend pas l'officier lui dire au revoir et raccrocher. Il avait donc réanimé un meurtrier présumé. Il aurait pu y passer. Mais c'est surtout la culpabilité qui le prend. Il se laisse tomber sur son sofa, sous le choc, et finit par s'assoupir. Il se réveille au petit jour. C'est son chien qui le réveille en léchant sa main. Il a dormi habillé à même le sofa. Il s'étire, pousse un petit râle en sentant une pointe de douleur dans le bas du dos, et va se servir un bon café. Par la fenêtre, on peut voir le pré, un brouillard qui recouvre les herbes à un bon mètre de hauteur, et la forêt plus loin. Tout est étrangement calme. Normalement, il entend les oiseaux piaffer allègrement. Mais là, un silence de mort plane. « J'aime pas ça, » dit Victor à haute voix. « Tu sais ce que j'en dis, mon Nioul ? Qu'on va remonter sa piste. On va mener notre enquête. » Il enfile son impair et met dans un sac une lampe torche, ses jumelles et des choses qui pourraient être utiles, comme des gants sanitaires et un couteau de chasse. Au début de la randonnée, rien d'anormal. Nioul arrive à retrouver la piste. Des racines sorties de terre et gagnées par les mousses, des sentiers non battus qui serpentent entre les sapins et qui sont jonchés d'épines, des rochers empilés les uns sur les autres, et des fougères parfois très hautes. Ce n'est qu'après 10 ou 15 minutes de marche, dans un silence quasi parfait, que Nioul renifle le sol avec insistance. Victor se rapproche. Il y a eu des grabuges, des fougères aplaties ou cassées, de la terre retournée et des marques sur les troncs, ça et là. L'écorce a parfois été retirée par grandes lanières. Alors Victor se fige. Là, sur un rocher imposant, une trace. Il éclaire de sa lampe torche pour mieux l'apprécier. Elle est disproportionnée, et ça ne peut pas être la main d'un homme. Même un joueur de basket n'a pas ces dimensions. Il balaye le sol à la recherche d'une empreinte de pas. Mais il n'en trouve pas. Et les marques sur les arbres ont disparu. Il revient sur ses pas et s'attarde sur les cimes des arbres. Le ciel est encore trop gris et la lumière peine à percer la canopée. Mais dans le faisceau lumineux de la lampe torche, il voit d'autres marques à 5 ou 6 mètres du sol, peut-être plus. « Ce n'est pas au sol qu'il faut regarder, » dit-il à Nioul, mais dans les arbres. Il cherche à remonter la piste, mais les marques viennent à manquer, et Nioul a flairé quelque chose en amont. Il écarte les fougères et trouve la couverture qu'il avait donnée à l'homme la veille. Et un peu plus loin, un lambeau de tissu qu'il identifie comme un bout de caleçon. Victor enfile ses gants en latex bleu et met le bout de tissu dans un sachet en plastique. Il met la couverture en boule et garde le tout dans son sac. Il est en proie à une perplexité plus grande encore que la veille. Qui part en pleine forêt la nuit venue et se débarrasse du seul habit qu'il a. Un fou, sans aucun doute. Ils poursuivent leur marche et ne trouvent rien d'anormal pendant plusieurs kilomètres, avant de trouver la carcasse d'un sanglier. L'animal a été éventré et il n'en reste pas grand-chose. À part une meute de loups, ou peut-être un ours, Victor ne voit pas ce qui a pu faire ça. À moins que l'animal soit mort et que quelques charognards soient venus faire le boulot. Mais au vu de l'état des os et de la façon dont ils ont été broyés, il n'en est pas convaincu. Il regarde autour de lui. La forêt qu'il connaît bien prend soudain une tournure lugubre. Et il serait reparti s'il n'avait pas pensé à la clairière, 1 kilomètre plus loin, là où le vieux Théodore, le bûcheron, séjourne assez souvent. À contre-cœur, il va le voir. Il veut s'assurer qu'il aille bien. Et peut-être a-t-il vu l'homme. Dans la clairière, rien d'anormal. Des bûches mises en tas sous une bâche bleue, la cabane en bois. La cheminée fume un peu, les volets sont fermés, si bien qu'il ne voit rien à l'intérieur. Il toque 4 coups secs à la porte. « Théodore, vous êtes là ? C'est Victor Rocher. » Il entend du mouvement à l'intérieur. On retire le loquet.
Théodore se penche pour regarder dehors. Victor s'écarte pour le laisser faire. Théodore, vous allez bien? La chose est partie. Entrez, elle rôde peut-être encore. La chose? Mais Victor n'a pas le temps d'en dire plus, que Théodore lui agrippe le col et l'attire à l'intérieur. Newell aboie et se faufile avant que la porte ne se referme d'un coup sec. « Vous êtes bien inconscient, » lui dit Théodore à voix basse, tout en ravivant le feu qui se meurt. « Les bois ne sont pas sûrs. Non, ils ne sont plus sûrs. Le type qu'il cherche partout n'est pas un homme, je vous le dis. Je crois bien que c'est un lycan. » Attendez, qu'est-ce que vous me chantez là? Vous avez eu une nuit agitée? Pourquoi vous ne vous calmez pas un peu et vous me racontez ce que vous avez vu? Je n'ai rien vu, monsieur Rocher. Ce sont les cris que j'ai entendus qui me hantent depuis. Des cris abominables. Un sanglier, je crois, à l'agonie. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis barricadé par réflexe. J'ai bien fait. La bête rôdait non loin. J'ai entendu ses hurlements, comme un loup. Sauf que je connais le hurlement des loups. Et qu'on n'a pas de loup par ici. Trop rare. J'ai prié, monsieur Rocher. Vous n'avez pas idée. C'était peut-être plusieurs loups. Vous étiez aussi peut-être perturbé par la peur. La peur déforme nos perceptions, vous le savez bien. La meute a aussi pu descendre de la montagne pour trouver de nouvelles proies. La mairie a interdit la chasse par ici, vous le savez. Vous êtes adorable, monsieur Rocher. Mais je sais ce que j'ai entendu. Ça n'avait rien de connu, je vous assure. Je ne ferais pas le malin devant une bande de loups, mais je n'aurais pas eu la frousse comme ça. Je pense que le fugitif qu'il recherche et qui tue tant de monde n'est autre qu'un lycan, oui, ou une créature de la nuit. Il y a un moment de silence. Seul le feu crépite. Newell, indifférent, plisse les yeux et s'endort. « J'ai trouvé ça dans les bois, » dit Victor pour relancer la conversation. Il montre le bout de tissu et la couverture au bûcheron. « Qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, ceci est un morceau de caleçon. Il appartient au fugitif dont vous parlez. Il a fait un arrêt cardiaque, je l'ai réanimé, puis ramené chez moi. Je lui ai ôté ses vêtements, parce qu'ils étaient trempés, et je l'ai réchauffé avec une couverture. Quand il s'est réveillé, il était complètement déboussolé. Il s'est empressé de me demander l'heure, et voyant qu'il était presque minuit, il a bondi hors de chez moi pour gagner la forêt. Vous voyez, c'est un lycan. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'en réalité, ces deux affaires n'ont rien à voir. Et vous croyez qu'un homme survivrait, tout nu dans la forêt, la nuit? Oui, certes, c'est improbable, mais ce n'est pas impossible. Les températures n'ont pas encore chuté et... Victor ne termine pas sa phrase. Il a la carcasse de sanglier en tête. « Vous voulez quelque chose à boire ?» dit le bûcheron en se levant. Victor accepte le verre de rouge qu'il lui tend. « Écoutez, dit-il enfin, il est encore trop tôt pour assembler les pièces, mais je vous accorde que le comportement du fugitif est pour le moins déroutant. J'en ai fait une description à la police. Il semble correspondre au meurtrier qu'il recherche. » Je comprends que vous soyez méthodique. Après tout, c'est vous l'ancien flic. Mais moi, j'ai grandi avec les contes et légendes de mon grand-père, et je n'ai aucun mal à admettre le paranormal. Si on doit se contenter de la science, on n'avance pas, monsieur Rocher. L'univers nous dépasse. Victor lui adresse un sourire aimable et boit en silence. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, Théodore. Je suppose que vous regagnez la ville. Oh oui, je ne vais pas tarder d'ailleurs, pendant qu'il fait encore jour. Voudriez-vous faire la route avec moi? Il hésite, mais le vieux a les yeux imbibés de larmes. Il a l'air à bout. Très certainement, Théodore. Nous allons vous escorter. Bien, je ramasse mes affaires et on se casse d'ici. Victor esquisse un sourire. Il ne croit pas à cette histoire de lycan, même s'il n'a pas oublié le regard jaune que lui lançait l'homme, et ses marques dans les arbres, inexplicables à ce stade. Un lycan se déplace-t-il d'arbre en arbre, marquant l'écorce de ses griffes? Il repense à toutes ces histoires de sorcières que sa mère lui racontait le soir au coin du feu. Un sentiment enfantin et nostalgique le gagne.
À la ville, une foule s'est réunie près du commissariat. Victor et le bûcheron Théodore pressent le pas pour s'informer. « Que se passe-t-il » demande Victor au premier venu. « Oh, ils ont fini par l'arrêter, il paraît. Il déambulait tout nu dans la grande rue. Quand le gérant du bar tabac a prévenu les flics. Ils n'ont pas eu de mal à le prendre. Il paraît qu'il avait la panse proéminente, c'est si ronde qu'il arrivait à peine à marcher droit. Il est en garde à vue. » Victor jette un œil par-delà la foule. Pas un corps de journalistes. Les journalistes compliquent toujours la démarche. « Je vais essayer d'entrer, » dit-il soudain au bûcheron. « Vous devriez aller dormir un peu, Théodore. Vous avez le teint pâle. »« Oui, j'y vais de ce pas. Je déteste les foules, ça me donne de l'asthme. Merci de m'avoir accompagné. » Victor le regarde s'éloigner. Il attache son chien à un poteau à l'écart. « Tu m'attends là, je reviens dans pas longtemps. » Il se fraye un chemin jusqu'aux marches. Un policier invite la foule à se disperser, en vain. « Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Vous aurez des nouvelles bien assez tôt. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Je suis Victor Rocher, un ancien. J'apporte des preuves concernant le fugitif. » L'officier jette un rapide coup d'œil à l'intérieur du sac à dos, puis il le laisse passer. La foule se presse un peu plus derrière lui, mais le policier tient un bond et hausse le ton. « Monsieur Rocher, dit-il, dites à l'un de mes collègues de revenir me filer un coup de main. » Victor acquiesce en hochant de la tête. Il pousse la lourde porte battante. Il est frappé par l'odeur, une odeur presque putride, malgré les ventilos et les fenêtres ouvertes. Sur la gauche, le comptoir. « Victor Rocher, bonjour. » L'homme au comptoir le reconnaît et sourit. C'est Jean-Marc Zunic qu'il a eu sous ses ordres. « Ah, vous reprenez du service. Qu'est-ce que je peux pour vous, chef ?» « Eh bien, votre collègue demande à ce qu'on lui prête main forte, dehors. Deuxième chose, j'ai ramassé ça en chemin. Sans doute rien de bien utile, mais c'est la procédure. » Il dépose la couverture et le bout de caleçon sur le comptoir. « Et si je peux voir le détenu, ce serait génial. » « D'accord. Un instant. Vous pouvez patienter ici. » Victor va s'asseoir sur le banc qu'on lui présente. Il regarde au dehors. La foule est toujours aussi pressante. Le ton monte un peu. « On a le droit de savoir !» s'écrie un homme, sans doute quelqu'un qui connaît l'une des victimes. 2 minutes plus tard, un policier sort en renfort, une matraque à la main. « Monsieur Rocher ?» dit un homme en costume gris à la cravate jaune. « Stéphane Hermann, je suis en charge de l'affaire. » Victor lui serre la main tout en se levant. Il le suit dans le couloir. Au bout, 2 cellules, de part et d'autre. Il perçoit des petits râles de douleur. « Je vais prendre votre témoignage tout de suite, mais vous ne pourrez pas rester longtemps après ça. Les journalistes sont en route. » « Bien entendu. » Victor entre dans une minuscule salle qui sert de bureau. Hermann prend des notes sur son ordinateur, tandis que Victor lui raconte tout avec force détail. « Vous tenez vraiment à voir ce type ?» finit par dire Hermann après un silence. « Pourquoi, je ne devrais pas ?»« Eh bien, c'est pas très beau à voir. Mais je peux vous faire cette fleur. Vous êtes de la maison. Suivez-moi. » Ils ressortent et vont au bout du petit couloir. Sur la droite, 2 jeunes derrière les barreaux observent hagards. Ils ont le dos collé au mur, comme pour s'éloigner le plus possible de l'homme qui se trouve dans la cellule d'en face. Victor tourne le regard. Le fugitif est là, au sol, à se tordre de douleur. On lui a donné une couverture bleue, mais Victor devine du sang sur son visage, sa barbe, ses cheveux. « On lui a donné un calmant, » dit Hermann, les mains dans les poches. « Ça calme ses spasmes. Le médecin est bloqué sur la route, mais il ne devrait pas tarder à arriver. Il faut absolument examiner ce type. » Victor se met accroupi, son sac sur une épaule. L'étranger fait peine à voir. Il croise son regard jaune. L'homme ouvre la bouche pour parler, tend une main fébrile vers Victor, mais il tourne de l'œil et ses paupières se referment sur ses yeux d'un jaune couleur miel. Sa bouche entr'ouverte laisse entrevoir 2 canines anormalement longues. « Georges Baniche, » ajoute l'inspecteur. Il s'est échappé de l'asile des Baies Rouges il y a 3 semaines déjà. 26 ans. Les rumeurs courent déjà. On parle de vampirisme, de lycanthropie. Il a été interné pour avoir bu du sang de lapin. Vous savez comment nous sommes dans le coin. Et j'avoue que votre témoignage, monsieur Rocher, rend mon affaire encore plus étrange et excitante.
Par contre, je suis obligé de vous inviter à sortir. » Victor est plongé dans ses pensées. Ce n'est que quand Hermann pose une main sur son épaule qu'il se relève et qu'il sort. Dehors, la foule commence à se disperser. 2 chaînes de télévision sont déjà sur place. Victor avait déjà horreur de ça de son actif. Il détache Newell et tous deux s'éloignent à pied. Il a envie de dire à l'inspecteur de faire attention, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a expliqué que le jeune était imprévisible, comment il avait réagi à l'approche de minuit. Victor est resté 20 bonnes minutes sous la douche. Il ressort et reste encore de longues minutes devant son miroir. Le regard du jeune Banish n'avait rien d'humain. Il avait entrevu quelque chose la première fois qu'il croisa son regard. Mais là, dans la cellule, son état avait changé. Ses yeux étaient plus jaunes encore. Il ne portait pas de lentilles, a priori. Et ses dents laissaient penser à une anomalie anatomique rare. Si ce jeune homme n'avait pas été enfermé à l'asile, il aurait pu se faire une chirurgie, comme on en voit parfois sur le net. Certains veulent devenir des monstres, des aliens, des félins. Mais non, Georges Banish n'était pas de cela. Il n'avait ni argent, ni même les manières pour convaincre qui que ce soit de l'opérer. Victor se sèche et enfile un peignoir. Il cherche tout ce qu'il peut sur le net, mais il ne trouve pas grand-chose. En guise de compensation, il finit sur des forums qui présentent des cas de lycanthropie et de vampirisme. Maigre consolation. Encore qu'il tombe sur le cas d'Urkovitch, qui ne fait qu'accentuer sa perplexité. Il va au frigo se servir une bière et allume la télé. C'est donc là que la traque prend fin cet après-midi, dans la petite ville de Blanlinck. Georges Banish a été intercepté ici, dans la grande rue commerçante, nu, complètement déboussolé et avec des propos incohérents. Je cite « Ma mère a été violée par un loup et je suis né de cette union ». Des propos qui nous rappellent la démence du fugitif, aujourd'hui en garde à vue et inculpé pour au moins 5 meurtres. Victor éteint la télé. Il a la nausée. Il porte la bière à sa bouche, mais la repose. Pas l'envie. Alors il reste à regarder le bois brûlé dans le poêle. Newell ronge un pied de cochon dans son coin. Non loin, une peluche dont les entrailles de coton sont éparpillées sur le plancher. Quelle histoire, dit Victor tout en se levant. Allez, un peu de musique et au lit. Il lance un vinyle, Gymnopédie, d'Éric Satie. Il aime la tristesse et la mélancolie qui en émanent. Ça lui rappelle sa femme, décédée d'un cancer il y a 5 ans déjà. Victor est veuf et sans enfant, et il découvre sur le tard qu'il n'a pas non plus d'amis. Pas vraiment. Parfois, il se demande s'il est quelqu'un d'imbuvable, mais il sait, et il se le rappelle, qu'il s'est simplement isolé. C'est ce monde-là qui lui semble imbuvable, celui des chaînes d'infos en continu. Il a tout de même une vie sociale. Le bûcheron Théodore, qu'il croise souvent en forêt, la fermière Gabrielle, à qui il achète son fromage de chèvre, ou encore ses anciens collègues flics, avec qui il prend une bière ou un café parfois. Et il a son chien, Newell. « Que dirais-tu d'un petit frère ou d'une petite sœur ?» dit-il à son chien. « J'ai installé Instagram la semaine dernière, pour faire mon album photo, comme tu sais. Et il y a cette portée en adoption, des petits Podenco, comme toi. Regarde comme il est mignon celui-là. » Victor montre la photo à Newell, qui reste indifférent, trop occupé avec son pied à ronger. Il repose son portable et écrit quelques lignes sur son blog. Mais la rencontre avec Banish le hante. Il se lève pour prendre une valériane et s'assoupit sur le sofa. Quand il se réveille, il est 1h10 du matin. Il se lève péniblement pour rejoindre son lit, mais s'arrête en chemin. Il allume le poste de télé, et là, l'horreur apparaît. « C'est un véritable cauchemar ici, » dit le jeune reporter en serrant son micro à 2 mains. « Derrière moi, le commissariat de Blanlinck qui a été le théâtre d'une tuerie. Georges Banish a été interpellé quelques heures plus tôt. La foule avait été dispersée et il n'y avait plus grand monde, si ce n'est notre équipe qui était dans le van blanc que vous voyez là. C'est peu après minuit que nous avons entendu des cris en provenance du commissariat, puis un grand fracas. Vous pouvez voir ici, le caméraman zoome sur l'entrée, les portes battantes détruites, complètement détruites.
Et ce que nous avons découvert à l'intérieur n'était autre que les corps atrocement mutilés de l'inspecteur Herman et du médecin Janine Alaoui. 2 détenus ont assisté à la scène, mais refusent de s'exprimer pour l'instant. Des renforts sont déjà là. Aucune trace de Georges Baniche. Victor sursaute. Il coupe le son. Il vient d'entendre un hurlement au loin. Son chien Newell est sur ses 4 pattes, les oreilles dressées. Le hurlement jaillit à nouveau. Victor va ouvrir la porte. Ça vient de la forêt, à coup sûr. Il allume la lumière du perron, met un manteau et sort jusque dans le jardin. Le faisceau de la torche puissante fend les hautes herbes. Il y a un léger brouillard à ras terre. Mais on voit assez bien. La lune, bien distincte dans le ciel, ajoute à la luminosité. Un vent léger fait osciller les herbes et les sapins au bout du pré. Un mouvement dans les branches attire son attention. Ce n'était pas le vent. Quelque chose a bougé dans les cimes. Son cœur bat fort. Il recule. « Rentre, Newell, rentre !» Mais le chien n'obéit pas. Il aboie. Victor va chercher son revolver rangé dans la commode verte. L'arme, une réplique de son arme de service, est chargée. Il n'a plus tiré depuis des années. Il revient sur le perron, la torche le long du canon, prêt à tirer. « Newell !» s'écrie-t-il en voyant son chien dans les hautes herbes. Un grognement prodigieux surgit au loin. Son chien revient la queue entre les jambes, il rentre se mettre à l'abri. Victor croit voir du mouvement. Il y a quelque chose qui s'avance dans les hautes herbes, une masse noire. « Georges, je sais que c'est vous. Montrez-vous !» Cette fois, il en est sûr. Quelque chose de velu approche. Il est prêt à tirer, un genou à terre pour se donner plus d'équilibre et de précision. « Je suis armé, Baniche. Montrez-vous les mains en l'air. » La masse avance doucement et une tête apparaît entre les hautes herbes. Victor écarquille les yeux. Son pouls s'emballe tout à fait. Mais il maintient sa posture. 2 yeux jaunes immenses l'observent. Il ne voit pas bien ce qu'il tient dans la gueule, mais le monstre l'ouvre et un tronc humain avec un bout de tête tombe lourdement au sol, laissant voir des crocs si longs et si rouges. Il ne le sait pas sur l'instant, mais c'est sa façon de le remercier, comme un chat qui vous rapporterait un mulot mort. La créature se met sur ses pattes arrière. Victor lève le revolver automatiquement pour suivre le corps allongé. Il peut apprécier des pattes plutôt courtes mais trapues et robustes, un très long torse, surmonté d'un cou large et d'une tête proéminente. La créature est haute de 2 mètres, ou peut-être plus. Elle lume l'air. Victor observe cette anomalie du monde moderne. Il aimerait halluciner, se dire qu'il va se réveiller en sursaut, sans doute parce qu'il est tombé du sofa, que c'est un mauvais rêve. La créature pose son regard immonde sur lui. Elle semble vouloir parler. Mais Victor prend peur, et le coup part tout seul, suivi des autres. La bête se rue sur lui. Victor vide son revolver. La bête n'a émis aucun gémissement, mais tous les coups ont atteint leur cible. La dernière vision de Victor Rocher est celle d'un monstre à pleine vitesse et d'une patte large qui s'abat sur lui.